Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle thématique, l'interview de maître Fabien Hacker au sujet des violences domestiques. Maître Fabien Hacker est avocat au barreau de Paris. Il intervient de façon régulière dans les dossiers de violences domestiques, à la fois au pénal et au civil. Les violences domestiques, c'est quoi ? Cela comprend les violences physiques, les violences psychologiques, le harcèlement moral, les violences économiques et l'impact sur les enfants. Nous aborderons donc cette thématique, ainsi que les mesures d'urgence. Et enfin, Anasio pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet, donc nous aborderons comment les protéger. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Maître Hacker, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous intervenez de façon régulière et puis depuis plus d'une décennie dans les dossiers de violences domestiques, à la fois au civil et au pénal. Et l'objectif de l'interview, c'est d'aborder le sujet des violences intrafamiliales et comment ça se passe en justice. Merci déjà pour votre disponibilité. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par un tour d'horizon de la justice dans ces dossiers-là. Oui, écoutez, merci déjà pour votre invitation. C'est un thème très vaste, donc on va essayer de condenser les observations sur les violences domestiques, parce que je pense qu'il faut déjà parler de violences domestiques qui comprennent au sens de la Convention d'Istanbul, qui est un des textes fondateurs en la matière sur lequel il faut s'appuyer, du moins en matière juridiques, c'est-à-dire les violences physiques, les violences psychologiques et les violences économiques au sein du couple, en ce qu'elles peuvent également avoir de répercussions sur l'enfant témoin. Un enfant témoin est un enfant victime. Ça, c'est le paradigme indispensable à la compréhension du sujet. Et d'ailleurs existant, puisque la Convention d'Istanbul est signée, ratifiée par la France depuis maintenant 2011-2014. On a un texte de loi assez fondateur en la matière qui est du 9 juillet 2010, la violence au sein du couple, leurs répercussions sur les enfants, bien que ce ne soit pas expressément mentionné dans le texte, mais ces notions de violence domestique existent dans notre système juridique. La notion de harcèlement moral qui est très centrale aussi à la question, parce que les violences quelles qu'elles soient sont toujours, dans la très grande majorité des cas, précédées ou s'effectuent dans un climat de harcèlement moral qu'on peut détecter, qu'on peut prouver. Et donc ça, le système judiciaire doit l'appréhender, donc avec des textes qui existent, mais qu'il faut aussi appliquer. Après, le point plus large sur lequel je peux peut-être rebondir, c'est le mode de fonctionnement du système juridique. Ça, c'est plutôt les textes, mais peut-être vous expliquer le mode de fonctionnement. Oui, alors en effet, entre civil et pénal. Alors, c'est souvent une distinction un peu confuse, mais qu'il faut bien évidemment faire, parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a cette forme d'instantanéité, de solutions miracles, etc. Il faut bien comprendre, déjà, il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a ce qui peut se passer devant les tribunaux. Et devant les tribunaux, c'est pas aussi simple que ça, il faut amener des preuves, il faut amener des éléments pour qu'un juge puisse trancher les choses. C'est très compliqué d'être juge aujourd'hui, ils n'ont pas assez de moyens, ça on le dit souvent, on le sait, ils ont beaucoup de dossiers. Et ils ont un système juridique à respecter. Donc ce n'est pas que les juges qui sont au cœur de la problématique, c'est le législateur, quelle loi on met en place, c'est les professionnels qui interviennent à leur côté, les experts, etc. C'est même au-delà du franco-français, la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a des principes fondateurs en droit qui s'appliquent de manière parfois un peu différente, mais entre le pénal et le civil, il faut bien comprendre les distinctions. Mais ces principes fondateurs, ça faut quand même les rappeler, pour comprendre comment appréhender ces dossiers aussi. Et pourquoi des fois, des gens ont l'impression, alors que de manière très intuitive, ils font les choses, ils se disent, voilà, ça va être évident. Ça n'est pas toujours, parce qu'il y a des principes, la présomption d'innocence, le doute qui bénéficie à la personne qu'on accuse, là, en matière pénale. Donc, c'est une question de curseur, il faut savoir où on place le curseur. Évidemment qu'à côté de ça, vous avez le principe de précaution qu'il faut savoir appliquer. Mais tout ceci s'opère avec des éléments concrets, factuels. Et donc, il faut savoir où mettre le curseur. Très probablement qu'aujourd'hui, le curseur sur le principe de précaution est défaillant et n'est pas assez appliqué. Mais il faut pas, il faut respecter dans un sens comme dans l'autre. Il faut faire les choses de manière construite, de manière objective.
Après, pour vous élaborer un peu la chose sur le côté civil et pénal, cette distinction elle est assez fondamentale parce que le réflexe principal en matière de violence domestique, c'est il faut aller au pénal. Il faut faire du pénal, etc. Vous êtes victime, allez déposer plainte. Oui, dans l'absolu, oui. Mais pareil, il faut parfois aussi prendre un peu de recul, analyser le dossier, alors avec un avocat, avec des professionnels, et comprendre le dossier. Vous voyez, il n'y a pas de dossier identique. Chaque dossier est unique. Et de manière spécifique, il faut bien comprendre que vous êtes victime de violences domestiques, il y a des enfants. On pourrait tout aussi bien dire, saisissez un juge d'affaires familiales, rapidement. Faites une ordonnance de protection, rapidement. L'ordonnance de protection ne nécessite pas comme prérequis une plainte pénale, pas nécessairement. Le juge civil est en mesure de prendre des mesures, y compris urgentes, y compris de protection pour les enfants, y compris si au pénal, du fait que voilà, on n'arrive pas toujours à démontrer une infraction, le juge peut quand même protéger un enfant en disant « mais moi, les éléments que je vois sur le plan civil m'inquiètent quand même, indépendamment du fait qu'il n'y ait eu qu'un rappel à la loi, ou qu'il y ait eu un classement sans suite, ou qu'il y ait eu... voilà. » Donc ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre aussi qu'un classement sans suite, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Un classement sans suite, ça veut simplement dire « bon, il y a peut-être un doute, on n'est pas trop sûr, donc on classe sans suite. » Voilà. Donc ça peut vouloir dire plein de choses, un classement sans suite, mais c'est pas... Il faut sortir, je pense, de cette croyance qu'il faut forcément foncer dans le pénal. Alors évidemment, c'est une bonne chose de faire une plainte pénale quand il y a une infraction, etc. Mais il faut le faire avec réflexion, avec nuance, avec analyse. Et il faut comprendre aussi ce système judiciaire pour agir au mieux et évidemment pas négliger. Le pénal, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est public, etc. Tout le monde en parle. Le civil, c'est privé, on n'en parle pas, mais il faut évidemment pas négliger le côté civil, parce que c'est le juge des affaires familiales qui prend les mesures pour les enfants, c'est le juge des enfants qui éventuellement protège les enfants en cas de danger, en parallèle de ce qui peut se passer au pénal. Et d'ailleurs, il y a peut-être une autre question, on verra si on la voir plus tard, sur cette complexité, ça je vous l'accorde, qui peut exister entre le pénal, le civil, le juge des affaires familiales, le juge des enfants, le procureur, etc. On s'y perd un peu, le justiciable s'y perd, et je le comprends très bien, et peut-être qu'une des réformes à mettre en œuvre, ce serait un peu de centraliser tout ça. Très bien. Donc, déjà sur le système judiciaire, dans le cadre des violences domestiques, vous disiez, plus qu'intrafamiliales, les violences domestiques, c'est en étant accompagné évidemment de son avocat, c'est bien poser la stratégie, où aller, donc avec deux possibilités. Le réflexe est souvent d'aller au pénal, mais on peut tout aussi bien aller vers le JAF et obtenir des mesures de protection. Alors, la question qui vient, c'est en cas d'urgence, quelles sont les mesures de protection ? Alors sur ce terrain-là, c'est certain que on n'a pas toujours le loisir de toute façon d'attendre, de voir ce qui se passe au pénal pour agir. Il y a des mesures d'urgence à prendre. Et donc, il faut aussi voir les points positifs de ce qui a progressé, de ce qui fonctionne mieux. Aujourd'hui, l'ordonnance de protection fonctionne relativement bien en France. Sous l'égide d'ailleurs du Grevio, qui est un organisme qui surveille de manière européenne l'application de la Convention d'Istanbul dans les différents pays. À l'époque, la France s'est fait un peu taper sur les doigts parce que c'était trop lent. On attendait un mois, le temps qu'un juge fixe une date, le temps que contradictoirement on s'échange des pièces. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est un délai de 6 jours. Donc en 6 jours, maintenant, un juge est en mesure de prendre des mesures rapides pour protéger l'enfant, pour protéger le parent victime, pour éventuellement fixer un exercice unilatéral de l'autorité parentale. Et ça, heureusement, ils le font de manière aujourd'hui beaucoup plus automatique, parce que évidemment, s'il y a une interdiction d'entrer en contact, il est logique qu'il ne faut pas que l'autorité parentale soit utilisée comme un alibi, comme une arme pour entrer en contact et continuer une forme de harcèlement. C'est des dérives qu'on voit très souvent. Donc oui, aujourd'hui, l'ordonnance de protection, en 6 jours, si vous arrivez à démontrer des violences vraisemblables, si vous arrivez à démontrer un danger, donc il ne faut pas que ce soit ce qui s'est passé il y a 5 ans, il faut qu'il y ait quelque chose de récent, le juge peut, une forme de principe de précaution, indépendamment de quelconque sanction pénale, indépendamment même d'une plainte. Alors, très souvent, il y a quand même une plainte en parallèle, mais le juge peut prendre des mesures rapides. J'ajoute un point qui est quand même intéressant, c'est la prise en compte progressive du harcèlement moral dans notamment l'ordonnance de protection. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est 2019 ou 2020, je ne sais plus la date exacte, mais le texte de loi disait qu'il fallait une forme de cohabitation entre les personnes. Et que, du coup, il se passait quoi ? La victime fuyait, et on disait, malheureusement, il y avait de la jurisprudence qui disait, du coup, la victime n'est plus en danger. Et donc,
c'était double peine. C'est-à-dire que la victime non seulement est obligée de fuir, mais elle a plus le domicile conjugal. Et on omet totalement dans ce raisonnement de dire que la violence peut se poursuivre sous la forme de harcèlement à distance. Donc aujourd'hui, on a rajouté dans le texte de loi, pour mettre un terme à cette dérive, à mon avis, jurisprudentielle, c'est-à-dire la jurisprudence, c'est ce que les juges disent dans leur analyse, y compris quand il n'y a pas de cohabitation, il peut bien sûr y avoir une ordonnance de protection. Oui, parce que le harcèlement, vous avez tout à fait raison, continue au-delà de la séparation. Donc, une mesure de protection est possible, ça se fait en 6 jours. Quels sont les éléments de preuve? Est-ce que vous avez des exemples de situations de violence domestique? Et quels sont les éléments de preuve qui sont importantes? Parce que c'est vrai qu'on voit des personnes qui disent « j'ai subi ça », mais qui n'ont pas forcément des éléments. Et donc, il faut aussi comprendre que c'est difficile à apprécier quand il n'y a pas de preuves, puisque... En effet, la justice se base sur les faits, les preuves. Et alors, pour avoir une mesure de protection, qu'est-ce qu'il faut comme élément de preuve? Les éléments de preuve, ils sont divers et variés, mais donc face à un juge civil, je dirais qu'on est un peu à cheval d'ailleurs sur le côté pénal. L'ordonnance de protection, c'est des mesures justement d'éloignement, etc., qui peuvent être prises aussi dans le cadre pénal. Donc, mais les modes de preuve, ça peut être évidemment les échanges de mails, les échanges de SMS, les témoins. Il y a parfois des témoins qui assistent à des scènes, qui voient des choses, qui peuvent faire des attestations de témoins. Il peut y avoir, quand une victime, alors quand c'est un préjudice physique, une violence physique, la victime va aux urgences, il y a un certificat médical, il y a des constats qui sont opérés par les médecins, avec la question centrale du lien de causalité, parce que très souvent l'argument c'est la victime s'est fait ça tout seul, sûrement, ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on entend souvent dans les tribunaux correctionnels. Mais c'est pas... le juge peut aussi, dans son intime conviction, vous voyez, en matière pénale on parle de faisceau d'indices, en matière civile il faut des violences vraisemblables. S'il considère que ça, plus ça, plus ça, donc les SMS, il y a eu des injures, il y a des témoins, il y a... Alors quand c'est des violences psychologiques, c'est une autre problématique pour les médecins ou les psychiatres qui reçoivent des personnes parfois aux urgences. Peut-être d'ailleurs qu'il faudra un peu réformer tout ça. Je sais qu'il y a des modèles pré-rédigés par les conseils de l'ordre ou par les instances pour que les médecins ne soient pas sans cesse pointés du doigt en se disant j'ai peur d'écrire ou quoi que ce soit. Il faut que les médecins puissent de façon très objective, sur la base d'un modèle, une trame, constater de manière très objective, voilà ce que la victime potentielle me dit, voilà les symptômes que j'observe, qu'ils soient physiques ou psychologiques, et voilà, de manière très, très carrée, pour qu'on clarifie un peu cette situation parfois problématique de médecins qui sont pointés du doigt ou qui ont la crainte, alors qu'ils sont au cœur de la problématique. On dit souvent il faut que les médecins préviennent, etc., quand il y a un problème. Oui, mais encore faut-il qu'ils soient bien protégés. Bon, je vous donne beaucoup d'exemples, mais pour vous dire, donc les preuves, ça peut être ça. Ça peut être aussi, alors, en matière civile, contrairement au pénal. En pénal, vous pouvez prouver une infraction par tout moyen. Donc, vous avez le droit de sortir votre téléphone, de filmer, etc. À la base, c'est une infraction de filmer ou d'enregistrer quelqu'un à son insu, il faut le savoir. Donc, c'est pas souhaitable de le faire. Mais si demain, je suis dans la rue, je vois une infraction, je vois quelqu'un en train de se faire tabasser, agresser, évidemment que je peux filmer et montrer ça à la police en disant voilà la preuve. En matière civile, en principe, cette preuve déloyale, donc l'enregistrement à l'insu d'une personne, n'est pas recevable. Ça a un peu évolué aujourd'hui au niveau jurisprudentiel, notamment quand il y a des violences. Donc quand il y a des violences démontrées, c'est pas un conflit parental, c'est pas une discussion sur on n'est pas d'accord, c'est des violences. Il peut arriver, ça reste un peu marginal, mais il peut arriver que les juges acceptent ce mode de preuve. Ça évolue un peu au niveau jurisprudentiel de ce côté-là. Voilà globalement les preuves qui peuvent être amenées. Après, il y a d'autres éléments. Il y a des critères de détermination. On peut en parler tout à l'heure si vous voulez. La vraie question aussi, c'est de savoir quoi démontrer. Comment démontrer, c'est une chose, mais quoi démontrer? Et pour savoir quoi démontrer, il faut savoir sur quelle base le juge se fixe. Il y a un article assez fondateur, c'est 373-2-11, qui énonce un certain nombre de critères fondamentaux. Est-ce que vous voulez nous les donner? Tant qu'on y est. Tant qu'on y est, donc... Les gens doivent comprendre ça. Le principe fondateur, qui d'ailleurs n'est pas écrit directement dans ce texte, mais qui coule de source, c'est l'intérêt supérieur des enfants. Donc le juge statue là-dessus. Quand il y a des enfants, c'est où se situe leur intérêt. Et ces 6 critères, c'est la pratique mise en place.
Donc vous voyez, le juge va tester la cohérence des choses. Alors après, il y a parfois des subtilités complexes. Quand une personne est sous emprise, ça on en parle beaucoup en ce moment, même si ce n'était pas un sujet très abordé il y a quelques années encore, mais parfois on reste pour les enfants parce que c'est compliqué, etc. Mais il n'empêche que sur un plan purement juridique, le juge tient compte d'une pratique. Donc si la pratique c'est une résidence alternée depuis X temps, le juge va dire les enfants sont quand même habitués à ça depuis X temps. Donc moi, leur intérêt, voilà. Le désir exprimé par les enfants. Comment ils expriment leur désir quand ils sont en âge de discernement? Il n'y a pas d'âge précis, mais c'est généralement 8-10 ans. Troisième critère, important et corrélatif du sixièmement, le troisièmement, le sixièmement, c'est le fait pour un parent de respecter les droits de l'autre. Donc il ne faut pas partir à la faute, il faut éviter les provocations, il faut montrer au juge que voilà, on agit dans l'intérêt de l'enfant. Parce que parfois, il y a des personnes, malheureusement, qui viennent nous dire oui, mais je suis harcelé, mais en même temps, je suis poussé à bout, donc moi-même, je pars à la faute, etc. Donc oui, ça peut s'expliquer, ça peut se plaider, mais le juge, il va quand même voir que... Et donc, il risque de dériver sur c'est pas forcément des violences, c'est peut-être un conflit parental. Vous voyez, on a très souvent cette dichotomie, cette notion de conflit parental qui revient dans une majorité de dossiers, c'est malheureux, mais y compris de violences conjugales. Je pense que de la même manière qu'il faut discuter de l'aliénation parentale, il faudrait discuter du conflit parental qu'on retrouve dans une très large majorité d'expertises judiciaires notamment, y compris quand il y a des violences constatées, avérées. Pareil sur la médiation. Il y a encore des médiations en 2023 qui sont ordonnées quand il y a des violences, alors qu'en principe, c'est interdit. Mais ça désengorge les juridictions, ça permet parfois de régler les problèmes, etc. Quatrième critère et cinquième critère sont les expertises et enquêtes sociales. On pourra en parler parce que c'est fondamental aussi. Quand le juge n'est pas assez éclairé, il peut demander à un expert de se pencher sur une situation. Et sixièmement, fondamental, c'est ce que la loi du 9 juillet 2010 a introduit, c'est ce que la Convention d'Istanbul introduit. La loi du 9 juillet 2010 anticipe la ratification de la Convention d'Istanbul, c'est les pressions physiques et psychologiques qu'un parent exerce sur l'autre. Et donc là, vous pouvez les démontrer, y compris en matière civile, avec les éléments de preuve, les faisceaux d'indices que je vous étayais tout à l'heure. Vous avez évoqué une autre notion, celle du conflit parental, alors qu'il peut y avoir violence domestique et harcèlement moral. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Je pense que une des problématiques majeures, parce que très souvent, les juges vont déléguer cette mission, s'ils estiment qu'il y a une problématique, ils vont déléguer cette mission à des experts judiciaires, alors en matière familiale, une expertise médico-psy, il y a aussi en matière pénale des expertises, et qu'il y a vraiment probablement une réforme très profonde à faire sur la formation des professionnels. Vous voyez, c'est encore une fois, les gens y voient en bout de course le résultat, ce que fait le juge. Mais ce que fait le juge, encore une fois, avec des moyens qui sont compliqués, avec trop de dossiers à traiter, il faut bien dire ce qui est, quand on va chez le juge d'affaires familiales, il y a des dizaines et des dizaines de dossiers, donc il manque de juges, il manque de greffiers, et surtout, ils sont les maillons d'une chaîne qui doit bien fonctionner. Si un juge dit oui, moi je vois qu'il y a peut-être un problème, j'ordonne une expertise, mais si l'expertise dit bon, il y a des violences, mais tout ça me semble être un conflit parental. Donc, d'emblée, vous avez une contradiction totale entre parfois même les constats, moi je le lis encore dans des expertises, les constats opérés par les experts et les conclusions. Il y a des experts qui vous préconisent, malgré des violences, des médiations. Il y a des experts qui vous disent oui, il y a eu des violences graves, mais pour autant, c'est un conflit parental. Il y a des experts qui vous écrivent, qui peuvent vous dire oui, il y a un tel parent qui est violent, mais ça peut quand même être un bon papa ou une bonne maman. Ça, c'est le contraire total de ce que prévoit, de ce que préconise la Convention d'Istanbul. Quand il y a des violences intrafamiliales ou domestiques, quand les enfants sont présents, un enfant présent, c'est un enfant témoin. Enfin, un enfant témoin, pardon, c'est un enfant victime. Donc on ne peut pas... pareil, on peut parfois entendre, oui, tel parent projette ses peurs, etc. Mais sur quel fondement? Donc la réforme très profonde, à mon avis, qui doit être mise en œuvre, notamment pour les expertises, c'est aussi une question de moyens, vous voyez, parce qu'au pénal, alors je vous ai ramené ce petit article, c'est un article du Parisien rédigé par un expert, donc ça c'est plus en matière pénale, mais qui disait de nombreux rapports psychiatriques n'ont pas le sérieux minimal, et qui disait qu'en gros, ils n'étaient pas assez payés, mais que surtout certains faisaient presque du copier-coller, du travail à la chaîne, parce qu'il manque de moyens. Donc elle dit dans cet article, qui date du 22 novembre 2021, c'est une ancienne experte judiciaire qui a donc démissionné en disant « Mon éthique ne s'accorde pas de ce système qui déraille, je vais grossir le flot des experts qui arrêtent. » Et malheureusement, d'après ce qu'elle dit dans cet article, il y en a de moins en moins. On est à la limite de la maltraitance. C'est ce qu'elle dit, qu'il y a
pas assez d'experts, qu'on leur demande trop, et que surtout le système incite à privilégier la quantité sur la qualité. Donc il faut, je pense, enjoindre aux experts de lire les pièces du dossier. Parce que faire une analyse in abstracto, alors oui, ça peut être utile quand on ne veut pas avoir un parti pris, dans un premier temps, d'entendre les gens. Mais si derrière, vous ne confrontez pas avec les pièces, comment vous allez détecter une posture manipulatoire? Ça paraît évident, ça paraît du béaba, mais je vous dis, ça n'est pas fait, ou pas souvent fait. Il y a des experts qui lisent les pièces, et c'est très bien. Il y en a d'autres qui vont dire, ah bon, vous me dites que vous n'avez jamais injurié, bon, dont acte, très bien. C'est peut-être madame ou monsieur qui projette ses peurs. Alors, non, il faut lire les pièces en disant, mais attendez, là j'ai un mail, il y a des injures, comment vous l'expliquez? C'est comme ça, de manière très concrète, qu'on va au fond des choses. Mais ça prend un peu de temps, et ça nécessite aussi une formation. Alors là, on aborde des sujets peut-être beaucoup plus vastes, mais pluridisciplinaires, et dès la fac. En fac de droit, on fait peut-être trop de droit, en fac de psycho, on fait peut-être trop de psycho. Il faut vraiment que de manière pluridisciplinaire, on soit formé au droit, on soit formé à la psycho, on soit formé au trauma, on soit formé à tout ça. Voilà. Très bien, très bien. Ce que vous disiez aussi, c'est que dans cette thématique du harcèlement moral dans la vie privée, finalement, on met tout sur le droit, mais c'est peut-être pas que le droit. C'est ce qu'on explique souvent aux personnes. Le droit, c'est une partie de la solution, c'est peut-être 20%, 30% de la solution. Quand une personne doit se mettre à distance, il faut aussi être accompagné, il faut des professionnels de santé qui aident cette personne, parfois même des amis qui aident cette personne, il faut être encadré, entouré, il faut se mettre à distance, une mise à distance physique, une mise à distance psychologique, une mise à distance économique, une mise à distance juridique. Donc le droit aide à tout ça, sert à tout ça, mais pas que. Pareil, en ce qui concerne la reconnaissance du statut de victime, ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes recherchent, et à juste titre, c'est un besoin, mais ça n'arrive pas toujours. Et donc parfois, il faut travailler là-dessus en se disant, voilà, je me suis mis à distance, j'ai mis à distance les enfants, j'ai protégé, j'ai fait mon travail de mère ou de père, et je ne pourrais pas faire au-delà, mais il existe d'autres ressorts pour accompagner ça. Et ça, alors voilà, peut-être que dans une évolution prochaine, on arrivera à faire en sorte que les victimes puissent à chaque fois être reconnues en tant que telles, ce qui est souhaitable, évidemment. Mais dans le système actuel, il faut bien comprendre, il y a un critère de réalité. Et donc une fois qu'on a dit ça, qu'on a fait ce constat, il suffit de regarder les statistiques entre le nombre de plaintes déposées, le nombre, que ce soit pour les parents ou les enfants, et le nombre potentiel de condamnations. Et c'est ce que dit la Civis dans un des avis que je relisais, je crois, il y a, alors en matière de violences sexuelles, il y a, je crois, 20 000 enfants chaque année qui se déclarent victimes. Il y a, je crois, moins de 1000 poursuites et condamnations. Et la Civis dit, mais qu'est-ce qu'on fait des 19 000, des 20 000 enfants restants? Et ça, il faut les accompagner, il faut possiblement déplacer un peu le curseur pour que le principe de précaution, puisque les enfants puissent être mieux entendus, mieux protégés, mais en l'état actuel des choses, il faut aussi d'autres mesures d'accompagnement, parce que c'est une véritable violence institutionnelle qui peut se rajouter à la violence déjà subie par les victimes, et donc ça, c'est un double traumatisme. Donc du coup, pour aller vers ça, vous disiez, donc il y a le droit avec le besoin d'avoir des personnes formées à ces thématiques de violence, à ces thématiques de trauma aussi, et au-delà du juridique, finalement, d'autres personnes, donc les médecins, etc., formés autour de ces thématiques-là. Oui, je pense que c'est indispensable. Alors, il y a plein de propositions qui sont mises sur la table, mais encore une fois, on peut regarder les statistiques. Alors, la partie immergée de l'iceberg, si je peux m'exprimer ainsi, on nous redonne chaque année les chiffres des féminicides, mais au-delà de ça, ce qui est en soi évidemment dramatique, et sur lequel on constate déjà que ces chiffres ne baissent pas vraiment, premièrement, donc est-ce que les solutions opérées sont les bonnes? Deuxièmement, oui, il y a tout ce qu'il y a en dessous aussi, c'est-à-dire que au-delà des féminicides, il y a des victimes traumatisées pour le long terme, et très long terme parfois, que ce soit même parfois au niveau des enfants, évidemment. Comment on accompagne ça, et comment on forme les professionnels à comprendre ces mécanismes qui sont graves. Il faut probablement qu'il y ait effectivement des formations, peut-être pas des juridictions spécialisées, ça on en parle beaucoup, parce qu'on va encore mettre beaucoup d'argent sur la table, mais que
les juges soient formés spécifiquement, comme en Espagne, je crois d'ailleurs, où ils ont Oui. quelques mois de formation obligatoire, par exemple en matière familiale, s'ils veulent être dans ce domaine-là, mais pas que les juges évidemment, que les professionnels de la protection de l'enfance, les experts, soient formés à ça, que les avocats soient formés à ça, que les policiers soient formés à ça, et que tout le monde ait une grille d'analyse similaire. Parce que moi, je constate encore beaucoup de différences. Parfois, je suis avec un professionnel, je dis « Ah bah oui, on est à peu près sur la même longueur d'onde », et puis d'un coup, on dit « Bon, ben, on fait quoi du coup ? On va faire une médiation. » Ben non, on ne va pas faire de médiation s'il y a des violences. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont carrées, qui sont écrites dans la loi, qui sont claires, nettes et précises, et sur lesquelles il ne faut pas déroger. De la même manière qu'il faut peut-être, une bonne fois pour toutes, comprendre qu'un enfant témoin, quel qu'il soit, qui voit des parents dans une scène de violence, c'est un traumatisme grave qui peut avoir des répercussions. Alors c'est peut-être choquant ce que je vais dire, mais c'est un fait. Un enfant qui reçoit une gifle peut être traumatisé, mais il peut, avec l'aide d'un professionnel, ça dépend en fait de chacun. Un enfant peut être traumatisé à vie par une gifle, mais un enfant peut aussi être traumatisé à vie par une violence psychologique. Donc en fait, il ne faut pas hiérarchiser les choses. Vous voyez, une gifle, c'est évidemment interdit, une fessée, c'est évidemment interdit, mais il n'y a pas que ça, il y a les violences psychologiques. Et il faut qu'une bonne fois pour toutes, on comprenne qu'un enfant, même en très bas âge, d'ailleurs il y a le rapport Cyrulnik sur les 1000 premiers jours, en très bas âge, il est traumatisé potentiellement très longuement. Très longuement. Et donc ça, il faut le comprendre, il faut qu'on arrête de lire ah bah oui, certes l'enfant a assisté à telle ou telle scène, mais il avait que 2 ans ou 3 ans, donc c'est pas grave, il s'en souvient pas. C'est faux, c'est archi faux, et ça, on en discutait tout à l'heure avant l'interview, mais les neurosciences notamment ont probablement beaucoup à jouer. C'est complètement hors le sujet actuellement, alors peut-être moins en pénal, mais en tout cas en matière civile, les neurosciences, on ne l'aborde pas du tout, parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. Mais il y a des vraies réponses qui sont données à tout ça, hein, grâce à ces sciences-là et ces professionnels. C'est tout à fait, c'est inscrit dans le cerveau et ça laisse des traces. C'est tout ce qu'on a autour du trouble de stress post-traumatique chronique, suite à des violences qui peuvent avoir été subies et même en étant nourrisson, en effet. Je reviens sur cette thématique de conflit parental, violence domestique et au cœur des violences, il y a des violences sexuelles, il y a des violences physiques, il y a des violences psychologiques. Et dans les violences psychologiques, il y a l'emprise, il y a le harcèlement moral. Et on parle de plus en plus du contrôle coercitif, avec le fait peut-être aussi de souligner que c'est avant séparation, mais que ça ne s'arrête pas forcément après séparation. Et est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ce sujet ? Oui, alors bon, pour préciser le propos, pas que ce soit mal interprété, il y a évidemment une hiérarchie au niveau pénal, notamment au niveau des infractions. C'est pas réprimé, on réprime pas de la même façon toutes les violences que vous avez énoncées. Ce que je disais simplement, c'est qu'au niveau du traumatisme pour une victime, même quelque chose qui peut sembler anodin peut être traumatisant très longtemps. Donc il ne faut pas minorer la gravité, notamment des violences psychologiques. Et même les violences économiques, ça on l'aborde peu, mais ça fait partie du triptyque entre guillemets de la Convention d'Istanbul. Un père qui ne paye pas ses pensions alimentaires, c'est une violence pour la mère, mais c'est une violence pour l'enfant aussi. Un père qui fait du chantage économique en disant « Regarde, moi je vais t'offrir des beaux cadeaux pendant que la mère gagne beaucoup moins, etc. » C'est une violence économique. Ça peut aller dans les deux sens, évidemment, hein, mais donc ça, il ne faut pas le négliger. Du coup, oui, alors cette notion d'emprise, aujourd'hui, a un peu l'effet délétère de devenir un peu une sorte de tarte à la crème que tout le monde invoque. Ça n'intéressait pas tant que ça, en fait, il y a encore quelques années, il faut bien dire ce qui est, hein, le harcèlement moral, etc. Et aujourd'hui, c'est comme si c'était presque dans chaque dossier, dans chaque séparation, l'emprise. L'emprise, faut la démontrer. Et l'emprise, il faut surtout, évidemment, la juguler par ce qu'on disait tout à l'heure, une mise à distance physique, économique, psychologique et juridique. Et surtout, il faut dans cette formation pluridisciplinaire, donc les neurosciences, ça c'est quelque chose qui manque, comprendre les mécanismes qui peuvent servir à l'emprise. Je ne sais plus si c'est dans le plan gouvernemental, il y a de nombreux plans gouvernementaux, le 5e plan gouvernemental il me semble, ou alors l'un des derniers rapports du Grevio, on nous dit attention, parce que certes il y a parfois
des mesures qui sont prises, etc. Mais au-delà de ça, on méconnaît parfois la tendance qu'un parent peut avoir, de manière très sournoise, à utiliser l'autorité parentale comme une arme pour prolonger justement le maintien de son emprise sur l'autre parent. Et cette forme-là bat son plein, notamment en matière de résidence alternée, puisque là, vous devez échanger au maximum, etc. Et donc, ça, il faut comprendre que l'alternance, c'est quelque chose de bien, qui peut fonctionner quand les conditions sont réunies pour les enfants. Dans d'autres cas, ça ne fonctionne pas et ce n'est pas souhaitable et préconisable, notamment quand il y a des violences et quand il y a un risque d'emprise par ce biais. C'est-à-dire, on voit toutes sortes d'hypothèses, mais des fois, c'est au-delà de la simple autorité parentale. C'est l'emploi des téléphones qu'on donne aux enfants, c'est l'emploi... Mais donc, pour protéger le parent de cette séparation et de ce qu'il vivait en termes de harcèlement lorsque les personnes étaient ensemble, c'est sûr que si derrière, vous avez l'autorité parentale qui sert d'alibi pour continuer cette forme d'emprise, ça ne fonctionne pas. Donc ça, l'alternance, quand il y a de l'emprise et quand il y a des violences, c'est évidemment à proscrire. Parfait. Alors, vous parliez du parent. Donc, pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Donc, si on veut protéger l'enfant de ces violences psychologiques, du harcèlement moral, qu'est-ce que vous préconisez ? Déjà, faut voir aussi ce qui est bien, ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on a enfin, il a fallu un peu de temps, mais des statistiques. On a enfin une commission comme la Civis qui nous donne ces statistiques. Et d'ailleurs, il faut que cette commission se poursuive, évidemment, puisqu'il est question de savoir si on arrête, si on poursuit. Évidemment que c'est fondamental. Entendre la parole des victimes, mais pas que l'entendre, la comprendre et après prendre les mesures adéquates. Un enfant qui... Oui. Donc entendre la parole des enfants. Entendre la parole des enfants, entendre la parole du parent protecteur qui va dénoncer. Il y a plein de phrases assez chocs là-dessus dans les rapports de la Civis, mais en finir avec le mythe de la fausse plainte, etc. en matière de séparation, je ne sais plus exactement les termes employés. Entendre un enfant qui dénonce des violences, ça c'est fondamental. Alors évidemment qu'un enfant, ça peut arriver, un concept d'instrumentalisation, etc. Il y a des études un peu scientifiques là-dessus qui montrent quand même que c'est plutôt à la marge, mais ça peut exister. Donc il ne faut pas l'exclure, parce que sinon on est dans quelque chose d'absolu où le juge n'a même plus son mot à dire. Donc il faut comprendre ce système juridique. Un juge il est là pour analyser. Si on se met 2 secondes à la place du juge, on se rend compte à quel point c'est compliqué pour un juge. J'y vois arriver, et la loi qui est le cadre, qui le fixe, lui dit vous avez pour principe de base de considérer que le père est un bon père, que la mère est une bonne mère et que l'enfant doit avoir autant chacun de ses parents. Pour déroger à ce principe, vous avez des critères légaux. Donc c'est pas que les juges, c'est le législateur, il faut aussi comprendre tout ça. Donc entendre la parole des enfants, un enfant qui dénonce quelque chose, quoi qu'il arrive, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, il faut l'entendre. Pour ce faire, il faut que les professionnels qui l'entendent aient ces grilles d'analyse dont on vient de parler. Voyez. Et cette formation pluridisciplinaire et peut-être plus large et plus poussée sur les neurosciences, sur le traumatisme, sur tout ça. Et après, mettre en œuvre des choses qui existent déjà, les appliquer. Vous voyez, l'ordonnance de protection, dans sa rédaction actuelle, elle n'est pas tout à fait claire sur le fait de savoir s'il faut démontrer des violences pour un parent, pour l'enfant, et ou les deux. Vous voyez, d'un juge à l'autre, ça peut un peu changer. Il faut être très clair. Qu'il y ait des violences, alors, quand il y a des violences sur un parent, automatiquement, il y a des violences en principe sur l'enfant. Ça, déjà, ça devrait être rédigé de manière claire. Et indépendamment, il peut y avoir un parent qui violente directement un enfant sans passer par l'autre parent. Bon, ça peut exister aussi, même si c'est plutôt à la marge, parce que souvent les violences domestiques, c'est un tout. Et il faut impérativement que le juge puisse en urgence, le juge civil, prendre des mesures très rapides, en moins de 6 jours, ordonnance de protection. C'est pas forcément l'artillerie lourde, entre guillemets, du procès pénal, de la plainte pénale, etc., qui parfois, et malheureusement souvent aussi, n'aboutit pas. On a les statistiques là-dessus, et donc forcément les arguments inverses ensuite arrivent. C'est oui, la plainte a été faite pour instrumentaliser la justice ou que sais-je. Donc voilà, il y a des mécanismes qui sont déjà bien en place. Je ne pense pas qu'il faille empiler les lois. Il faut surtout les mettre en œuvre avec beaucoup de moyens. Et c'est bête à dire, mais c'est une vraie réalité, au-delà des conférences, des Grenelles, etc. Il faut arrêter aussi de dépenser des millions, faire des juridictions spéciales. Il faut employer des juges, il faut employer des greffiers, il faut qu'il y ait vraiment beaucoup plus de moyens. Si un juge pouvait passer 2 heures par dossier, parce qu'il n'en a que 3 à traiter dans la journée, plutôt que 20 minutes, c'est sûr que ça améliorerait les choses. Des moyens pour la protection de l'enfance, des moyens pour les professionnels de santé,
Pareil, la protection de l'enfance, s'ils avaient 10 jours pour rédiger leur rapport plutôt qu'une demi-journée ou une journée, je ne connais pas les délais, vous voyez, mais c'est fondamental tout ça. Des moyens, de la formation, des moyens, de la formation. Au risque de me répéter. Très bien, Voilà. merci. Alors, c'était peut-être votre mot de la fin ? Bah oui, écoutez, merci pour votre invitation. J'étais très heureux d'échanger avec vous. Et puis voilà, sur ce thème notamment des neurosciences, qui, je vous dis, est peu présent, notamment devant les juridictions civiles, mais je pense que c'est le futur. Alors, faut peut-être quand même finir sur une note positive, parce que voilà, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. L'ordonnance de protection fonctionne relativement mieux. Il y a quand même aujourd'hui, de manière globale, une prise en compte beaucoup plus grande du harcèlement moral par rapport à il y a 5-6 ans. Enfin, je vous dis, des fois, il y avait des audiences, on pouvait parler de ça, on avait l'impression de parler une autre langue presque. Donc ça, c'est le côté très positif. Mais je pense voilà, qu'il manque encore pas mal de... La question des expertises avec la prise en compte des pièces du dossier par les experts, ça me semble fondamental. La question de la prise en compte des neurosciences, même si c'est très technique et complexe, mais il faut absolument que la science apporte son éclairage au droit pour que les professionnels soient formés à tout ça, et moi compris d'ailleurs. Neurosciences et trauma. Tout le monde, nous devons partager nos connaissances pour arriver vers quelque chose de plus cohérent et de plus protecteur surtout. Parfait. Merci pour tous ces éléments. Alors, pour ceux qui voudraient prendre contact avec vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Bah écoutez, assez simplement, sur Internet, on a un site web, Et il y a également le livre pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet. Alors effectivement, mon associé Laurent Anker a écrit un livre qui me semble assez bien résumé ce qu'on développait là. Donc à l'époque de la commission parlementaire de 2009, il était obtenu dans le cadre du rapport Geoffroy-Bosquet préalable à la loi du 9 juillet 2010, sur notamment cette notion de harcèlement, et ça l'a amené à écrire un livre. Bon, il faut quand même dire ce qui est, à une époque où c'était pas encore très répandu comme sujet, mais ça le devient de plus en plus, et tant mieux. Donc sur le harcèlement moral dans la vie privée, il faut savoir que c'est assez récent, la prise en compte du harcèlement moral dans la vie privée, parce qu'on considérait justement que c'était intrusif à la vie privée, mais il faut aujourd'hui pouvoir rentrer dans la vie privée, pouvoir voir ce qui se passe dans la vie privée pour protéger. Donc le harcèlement moral dans la vie privée, écrit en 2014 il me semble, avec une mise à jour en 2017, voilà, qui référence un peu les textes de loi, les préconisations. On pourrait presque en écrire un nouveau. Il y a eu quelques avancées notables quand même, donc voilà. Mais c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et qui est au cœur de nos interventions. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Maître Fabien Hacker pour l'interview. Maître Fabien Hacker intervient sur les violences domestiques dans toute la France. Vous pouvez le retrouver dans son cabinet à Paris ou sur son site hacker-associé.com. Pour aller plus loin sur le sujet, découvrez également le livre de son associé Maître Laurent Hacker, Le harcèlement moral dans la vie privée. Vous disposez également d'un podcast de Maître Laurent Hacker que je mettrai en lien sur les réseaux sociaux, sur le site anasio.fr et sur la chaîne YouTube Anasio. À bientôt!